the same props, even some of the same music, and turn that toward comedy. And it was the first time I saw, as a 12-year-old, that perfect inversion of taking something that was supposed to be terrifying and making it hilarious. But at the same time, like, there were movies I grew up with, like, called Children of the Corn, which I don't know if anyone's seen that, but that one was terrifying to me because everyone was being so nice and pleasant, but underneath the covers there was something terrifying going on. I had the same feeling much later when I saw Blue Velvet. It's like this beautiful surface, and right underneath the surface is this terrifying thing going on. And I've been addicted to those kind of movies, ever since. Et j'ai posé la même question à Pierre. Oui, alors, il y a eu plusieurs films qui ont marqué ma vie, mon imaginaire en tout cas. Le premier, c'est à l'âge de 10 ans, lorsque j'ai vu au ciné-club du petit séminaire où j'étais, Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, qui est resté dans ma mémoire, mais de façon indélébile, au point que je me souvenais des paroles que dit le robot en permanence, ou que l'extraterrestre donne un message à donner au robot, et je me suis toujours souvenu de ce qu'on dit au robot. Et ça m'a fasciné de voir ça, un robot qui faisait des plis en marchant, c'est assez original. Évidemment, quand on regarde après, il y a une sorte de grande naïveté dans le film au niveau des effets spéciaux et tout ça, mais ça fonctionne parce qu'il y a énormément de poésie. Ce qui manque un peu, là, Gilles faisait allusion au blockbuster américain de super-héros, où ça manque complètement de poésie maintenant. Ça, c'est le premier film qui m'a marqué, au point que j'ai écrit un ouvrage qui rend hommage au film, pour le titre, qui s'appelle Le jour où la guerre s'arrêta. C'était vraiment un hommage pour moi à ce film-là. Le deuxième film qui m'est marqué, après je passe tous les délires des années 70, qui étaient intéressants pour moi, comme les films comme Zardoz de Borman, L'âge de cristal, enfin ce genre de choses, qui sont un peu des expériences cinématographiques sous certaines substances, à mon avis, un peu hallucinogènes. C'était très intéressant, enfin il y avait vraiment des visions assez étonnantes. Sean Connery en slip dans Zardoz, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Dans un masque. Bon, c'était assez improbable, mais bon, à l'époque, il y avait vraiment, on osait un peu tout au niveau et de la narration et de l'image. Et puis, sont arrivés les années 60, enfin, fin des années 70, évidemment, il y a Star Wars qui a marqué vraiment mon esprit, parce que d'un seul coup, on découvrait une esthétique tout à fait nouvelle dans le cinéma de science-fiction. Star Wars a vraiment changé les choses, je pense, à un moment. Et moi, quand j'ai vu Star Wars donc en 77, j'étais absolument fasciné, enfin j'ai trouvé ça génial. Ah oui, c'est ça que je veux voir, c'est ça que je veux faire. Le dépaysement, le voyage, l'espèce de grande aventure initiatique, qui finalement est de la fantaisie, soyons clairs. De la science-fiction, il y a juste les vaisseaux qui font un peu trop de bruit à mon avis dans l'espace. Donc ça m'a beaucoup marqué. Les suites la suite le tome 2, enfin le volume 2 de Star Wars, c'est-à-dire l'Empire contre-attaque, me semble être le meilleur de la série. Enfin pour moi, je l'ai ressenti comme ça, parce qu'il y a vraiment le côté initiatique, initiation à la force, qui est là encore d'une grande poésie. Et ça m'a marqué. À partir du 3, je pense que ça décline complètement, parce qu'on a l'impression qu'il veut vendre des Ewoks en permanence, en poupée, et donc ça perd complètement sa force, je pense. Et évidemment, la série d'après, enfin pour moi, catastrophique. Alors Dune, vous avez parlé de Dune tout à l'heure, de David Lynch, je crois. Alors moi j'étais déçu par Dune parce que j'adorais le bouquin Dune, et que évidemment lorsqu'on adore un livre, l'adaptation nous paraît forcément mauvaise parce qu'elle entre en collision avec notre propre imaginaire, puisque le livre suscite notre propre imaginaire. Donc ça c'était une déception. Et ensuite je trouve Gilles un peu sévère par rapport au cinéma américain, parce qu'il y a quand même des films qui sont intéressants et qui sont plutôt indépendants en dehors des studios. Comme Les Fils de l'Homme de Quaron, comme... Les Fils de l'Homme, c'est pas américain. Oui, enfin, des budgets américains. Enfin, et puis il y a aussi Bienvenue à Gattaca, ce genre de films qui sont quand même assez ambitieux, qui sont là pour permettre de la réflexion. Et je suis d'accord avec toi sur l'esthétique qui me fatigue des super-héros. Je ne regarde plus les films de super-héros parce que ça ne m'intéresse plus, quoi. En gros, c'est toujours le même schéma, c'est peu intéressant. Donc effectivement, il est possible encore de faire des films de science-fiction qui incitent à la réflexion.
j'ai participé à deux projets en France. Alors, parlant de la France, parce que là, c'est très compliqué de faire des films de science-fiction en France. C'est trop compliqué pour des raisons de budget, pour des raisons de frilosité, des producteurs. Donc, voilà. J'ai un rapport j'adore le cinéma aussi, vraiment. Je suis un fan absolu des westerns. Je regarde énormément de westerns. Et peut-être que c'est ça qui m'a plu dans Star Wars, finalement, c'est que c'est le côté western qui filme. Mais je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Qu'il y ait des films de science-fiction qui nous fassent réfléchir, qui soient intéressants et tout, il y en a, mais des films qui changent notre façon de voir le monde, ou qui, je sais pas comment dire, qui changent notre perception de la réalité, ou notre perception, par exemple, de la foi, ou de ce qu'on ressent vis-à-vis de la planète. Il y en a pas tellement, et en fait, moi, mon problème, c'est que les films qui me bouleversent le plus, mon problème, c'est qu'il n'est pas un problème, ça va être les premiers films de Terrence Malick, Les Moissons du Ciel, ça va être Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, ça va être moi j'adore Apocalypse Now, la version longue de Francis Ford Coppola, qui est une espèce de truc insurpassable. Et donc en science-fiction, je ne trouve pas ça. Je vois rien qui me propose un film aussi syncrétique qu'il était une fois en Amérique, qui parle de l'amour, de la trahison, de la politique, de l'argent, de la folie, qui parle de tout ça en un seul film, de l'addiction, de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, de ce qui est moral et ce qui n'est pas moral. Et il y a une ambition de narration dans Il était une fois en Amérique, qui est un souffle qu'on ne retrouve pas en science-fiction. Il n'y a rien. Même le Dune de David Lynch, qui est vraiment le truc qui pourrait se rapprocher le plus de ça, le plus synthétique. On n'arrive pas à ce que peut faire Sergio Leone, on n'arrive pas à ce que peut faire certains cinéastes russes comme Eisenstein. Enfin, j'ai revu il n'y a pas longtemps Alexandre Nevsky. C'est complètement c'est saisissant. Moi, je trouve que c'est un film hallucinant. Et je trouve pas ça en science-fiction, et surtout pas, je trouve pas maintenant. Alors, tu as raison de parler des indépendants, parce qu'il y a plein de choses super intéressantes chez les indépendants. Another Earth, enfin, il y a eu plein de trucs qui étaient intéressants, mais bon, là, ils sont limités un peu par leurs problèmes de budget. Ils n'utilisent pas toujours à bon escient des budgets limités, ils n'arrivent pas à contourner la problématique du budget. Mais ça reste des films intéressants, c'est pas des trucs où tu es à genoux et tu te dis, comme quand tu sors de La Ligne Rouge de Terrence Malick, où tu te dis, putain, j'ai vu un chef-d'œuvre, ce truc m'a mis à genoux. Et je ne regarderai plus jamais les enfants jouer dans la nature, dans la jungle, de la même façon aujourd'hui qu'hier. Donc ça me manque dans ce cinéma-là, je pense. En plus, je suis très critique vis-à-vis de la science-fiction parce que je le trouve tout le temps en retard. On parlait de Gattaca. Pour moi, Gattaca, c'est un très bon film, c'est pas le problème. Mais les problématiques de Gattaca, génétique et autres, ça fait juste 40 ans que la science-fiction en parlait avant Gattaca. Et la science-fiction au cinéma, elle n'est pas en avance. La pointe de la science-fiction aujourd'hui, bon, c'est probablement un auteur qui s'appelle Greg Egan, qui est australien. Je ne retrouve pas dans le cinéma des choses qui m'envoient aussi loin, me projettent aussi loin que les réflexions philosophiques de Greg Egan. Et ça me déçoit parce que si je veux aller voir de la science-fiction au cinéma, je veux aussi voir des idées de science-fiction. Par exemple, vous parliez d'Inception. Bon, Inception, pour moi, c'est vraiment le film raté par excellence, le désastre total. C'est une idée assez intéressante. Mais il faut que les gens aillent manger du popcorn, il faut qu'ils boivent du whisky, il faut qu'ils boivent plutôt du Coca-Cola. Du whisky chez eux, mais du Coca-Cola. Donc on leur met une espèce de troisième scène avec un James Bond, avec des fusillades partout, qui est ridicule et qui rend le film complètement boursouflé et beaucoup trop long. Et ça gâche complètement toutes les bonnes idées qu'il y avait autour de ce film sur le temps du réel, le temps réel vis-à-vis du temps du réel qui est plus lent, etc. Je suis déçu régulièrement par cette volonté de transformer tout sujet de science-fiction en sujet de fusillade et d'explosion. C'est la science-fiction d'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de fusillade, c'est pas de la science-fiction. C'est un peu dommage, vous regardez Blade Runner, il y a très peu d'explosions, il y a très peu de fusillades, et c'est probablement le plus grand film de science-fiction, un des plus grands films de science-fiction qui a été tourné. Well, I don't want to start an issue, but I guess you are taking. If you want to criticize something, you can always do it. If you think that one explosion will just ruin and spoil the whole movie, yes, you're right. But the point here is that the issue is how does movie change your perception of reality? So you have to focus on this single theme.
Otherwise, you can destroy everything. You can say that every plot has an hole. You can say that every character has a failure. You can say that every single piece there is no unique and perfect masterpiece. So if you want to go and reduce everything to one single thing, all right, you can do it. But I guess that there are still things that move us, still things. Of course, in Hollywood, this is going to disappear, or is already disappeared since a long time. I agree with you. I don't watch Hollywood movies. I just think that somewhere there are pieces of good thoughts made correctly. The visual impact of Inception was striking for me, even though I do agree with you with all the issues about the plot, the length, some things that are a kind of compromise for having that budget. That's the point. To raise that money, you need to negotiate on other things. So if you want to see that, you go and pay the price for this negotiation, for this compromise. If you want to stick to a low-budget movie that probably is better on the idea, on the concept, on other things, then you have a choice to do that. I do think it's possible to still make good movies, and within that budget, two that come to mind: Primer, ultra low budget time travel movie that really is completely smart. If you're a science fiction reader, you realize they're being very serious about how they're treating time travel and how they're thinking about it, and the movie keeps changing in your head as you realize you're seeing scenes replay from another point of view or from another timeline over and over again. It's a really thinking person's movie, and I think someone dies, but no one gets shot. So it's not a perfect movie then. Someone needs to be shot if you're an American. Source Code is a great thinking person's movie. Friends of mine hate to go to science fiction movies with me because usually I start groaning at some logic error almost immediately, and then I complain after the movie and I spoil it for everyone. But Source Code is a movie that gets smarter the longer you think about it. Half of the audience, I think, was confused by that movie, like what timeline was he in, what was happening, but the more you think about that movie, the smarter it gets. But I do think that even in the most commercial fiction, most commercial movies, these people are artists struggling to make good movies. So Joss Whedon wants to make great movies. He is constrained by the budget, by the system of making movies. Bryan Singer wants to make good movies. There are sometimes moments of poetry, like in X-Men: Days of Future Past. There's a scene that's almost pure poetry, which is the Quicksilver scene, where a speedster slows down time and he puts on his headphones, plays Time in a Bottle, and it's the most beautiful scene. It's an action scene done in slow motion, and it's so beautiful. I've watched that over and over again just to watch. I could skip over a lot of the movie, but I go back to that scene over and over again. So people are trying to make thinking person's movies, but the system does work against it. Pour rebondir aussi sur ce que disait Gilles, ça dépend ce que l'on cherche dans un film, en fait. Après, si on parle des films hors genre science-fiction, bien sûr que mes références, c'est pas forcément des films de science-fiction, c'est des samouraïs de pure